Merci de nous rejoindre pour le tour de l'actualité. Bienvenue, le journal. Fête de la Toussaint un peu partout dans le pays. Pourquoi une telle tradition et comment est-elle vécue ce 1er novembre? Explication dans un instant. Renforcement du taux d'inclusion financière au Bénin, la stratégie nationale pour y arriver a été lancée hier à Cotonou. C'est la veille d'armes chez les Guépards. À quelques heures du match retour Bénin-Togo, les joueurs affichent la sérénité, le moral bien haut avec la promesse d'une remontada. Aujourd'hui, 1er novembre, les chrétiens catholiques célèbrent la Toussaint, un hommage à tous les saints non inscrits au calendrier, une vieille tradition qui exprime l'espérance chrétienne devant la mort. Pour vous amener à mieux comprendre les fondements d'une telle tradition, Pierrette Adayossi a tendu le micro au père Roger Medji de la paroisse Saint-Benito à Boyko. Qui on célèbre pendant la Toussaint? On célèbre tous ceux qui, comme vous et moi, sont passés sur la terre et qui sont auprès de Dieu aujourd'hui. On ne célèbre pas tous les morts aujourd'hui, mais ceux qui sont déjà auprès de Dieu. Et où est-ce qu'ils sont pour que nous puissions nous réjouir avec eux au ciel? À quoi ressemble le ciel en fait? Il y a le Christ qui a fait voir la réalité du ciel à Jean, qui l'a mené sur une île, comme un lieu tout à fait carré, où au fond, il y a le ciel de Dieu le Père, de dessous de qui sortait des feux, qui est un vieillard à des cheveux blancs. À droite comme à gauche de lui, il y a 12 personnes à sa droite, 12 à sa gauche, qui étaient tous de chapeaux en or et qui l'adoraient. Il y a un siège, le siège de l'agneau, donc le siège de Christ, avec 4 vivants qui l'entourent, qui sont les 4 évangélistes, ceux qui ont écrit les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis devant le siège de Christ, il y a comme une rigole au circuit de l'eau tout à fait pure, limpide comme du cristal. Au-delà de ce fleuve-là, il y a une marmaille de personnes habillées en blanc qui louaient Dieu avec des palmes. Enfin, c'est ceux-là que nous festons aujourd'hui, ceux qui sont au ciel, les connus comme les non connus. Je voudrais demander à tous les chrétiens de faire la révision de la vie. De chacun fasse la révision de sa vie pour voir est-ce que sur le chemin où je suis en train de me perdre. Bonne fête à chacun et à tous. 1er novembre, journée de célébration des saints, journée fériée, occasion pour certains croyants de rendre hommage à leurs parents défunts. Nos reporters Ayelodjou à Moussou et Wenceslas à Waimo ont fait une descente au cimetière PK14 de Cotonou. Voici la moisson. La Toussaint est un jour un peu spécial où nos concitoyens, au cours de cette journée, aiment bien venir se recueillir sur les tombes. Et nous, à notre niveau, au niveau de la mairie de Cotonou, nous devons veiller à ce qu'ils puissent vaquer à leurs occupations sereinement et dans de meilleures conditions. Quand je dis de meilleures conditions, c'est que nous veillons à ce que les cimetières soient propres et que les populations puissent se recueillir convenablement. Et je suis venu ici aujourd'hui m'assurer que les consignes du conseil de supervision de la ville de Cotonou soient rigoureusement respectées, c'est-à-dire que le cimetière soit effectivement propre, que les tombes soient nettoyées et que les populations puissent se recueillir sereinement sur les tombes de leur famille. La ville va continuer à jouer sa partition et faire en sorte que chaque année, vous puissiez voir le cimetière dans ces conditions de propreté. Je suis venue prier pour mes défunts et pour les défunts du monde entier. Leur demander le repos éternel. Je suis venu rendre hommage à mes grandes-mères et un grand-oncle à moi. Vu que je ne les ai pas réellement connus de leur vivant, disons un sentiment de tristesse parce que j'aurais aimé les connaître. Je suis venu aujourd'hui pour au moins savoir où est-ce qu'ils sont enterrés. Comme ça, si mes parents eux aussi ne sont plus là, je pourrais ainsi continuer la tradition.
Refermons la page de Toussaint par ce constat d'affluence dans les cimetières d'Apapa à Cotonou et de sommet dans la commune d'Abomey-Calavi. Ramatou Lawani et Arnaud Adadja ont vu à chacune de ces étapes une foule de chrétiens venus saluer la mémoire de leurs parents défunts. 1er novembre, jour de fête, jour de recueillement, ces personnes se dirigent chacune vers la tombe ou le caveau de leurs proches décédés en vue d'un instant de souvenir et de prière. Je suis sur la tombe de ma mère. Je suis venu avec ma soeur et toute la famille. Et on vient tous les ans de Paris au mois de novembre, début novembre, pour prier sur la tombe de notre grand-mère. Et cette tombe a beaucoup de retours pour tous ceux qui viennent prier ou demander des grâces. C'est la tombe de Henriette Joseph Boyer. Elle est décédée un vendredi saint à 3h en 1930. Et c'est la mère de notre mère. À la devanture du cimetière, de façon générale comme à l'intérieur, on pouvait observer des bougies par-ci, des fleurs et boîtes d'allumettes par-là. Ces offrandes mises en vente sont destinées à l'autel de ces sépultures. Dans les allers-retours, je n'ai jamais eu le temps de venir. Mais aujourd'hui, comme j'ai souhaité avoir le temps pour eux et partager mon quotidien avec eux. À Sommet, dans la commune d'Abomey-Calavi, comme à Apapa à Cotonou, les populations sont sorties nombreuses pour célébrer leur mort. Évoquons à présent cette cérémonie de célébration des vivants. C'est une cérémonie de bénédiction pour le peuple. Elle a réuni hier les fidèles de tous les temples du tronc vaudou, du Bénin et de la diaspora. C'est à l'initiative du Haut Conseil national du vaudou tronc. Le film de l'événement avec Mathieu Sokenou et Arnaud Adadja. Moment de prière, moment de recueillement, a-t-on l'habitude de dire. Mais ici, il s'agit d'un moment de prière et d'un moment d'unification. Plus jamais au Bénin, on parlera de Tronkpeto Deka d'un côté et de Tronkpeto V de l'autre. Tronkpeto Deka et ses sommités sont ensemble avec Tronkpeto V dans une union de prière pour la nation. Je voudrais remercier les membres de la communauté Vaudou Tronc qui ont accepté la démarche, qui ont accepté le principe et qui ont mis en place une structure qui a pu coordonner les activités jusque-là. Leurs responsables prient pour les autorités, les Béninois de l'intérieur et ceux de la diaspora. Les responsables du comité des rites s'associent également à la célébration. Le comité des rites vaudou, l'une de ses missions, c'est d'unir et de pacifier chaque communauté de vaudou au Bénin. Au départ, nous avions le vaudou Tronkpeto Deka et le vaudou Tronkpeto V. Nous avons donc considéré que ces deux grandes familles du vaudou ne peuvent pas porter le même nom avec des rituels similaires et ne pas pouvoir avoir une unité sur le plan national. Voici le jet de cola qui présage d'un lendemain meilleur. Aujourd'hui, je suis contente que tous les gens de Tronc soient ensemble, unis pour venir prier pour notre pays. Les fidèles du tronc repartent chez eux en ayant chacun à l'esprit qu'il existe désormais un seul tronc au Bénin. Elle est désormais disponible, la stratégie nationale de renforcement du taux d'inclusion financière au Bénin. Elle a été lancée hier à Cotonou. Le document vise la transformation économique et sociale du pays. C'est en tout cas ce que nous rapportent Alexis Kenom et Alessandra Jotan. L'inclusion financière consiste à rendre accessible l'offre de services financiers et bancaires à toutes les couches de la société. Le Bénin en a fait un chantier prioritaire ces dernières années. Le dernier acte en date est l'adoption de la stratégie nationale d'inclusion financière, en abrégé SNIF, en Conseil des ministres le 29 mars 2023, suivi de l'installation des membres du secrétariat permanent de la SNIF. L'objectif de cette séance est de partager l'ambition de la SNIF, qui est de fédérer un ensemble d'initiatives déjà engagées au niveau régional, national ou local et d'assurer la mise en œuvre coordonnée de celles-ci en alignant les efforts de l'ensemble des acteurs impliqués. Cette stratégie ambitionne
de toucher les couches les plus vulnérables de notre population, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, les salariés, les travailleurs informels, les PME et en particulier ceux qui vivent en milieu rural. Le taux global d'utilisation des services financiers a enregistré une hausse très importante sur les 10 dernières années. La BCEAO se réjouit des mesures prises par l'État béninois pour offrir aux différents acteurs impliqués un cadre approprié pour une plus grande efficacité et une cohérence de leurs initiatives. Qu'il me soit permis de féliciter le gouvernement du Bénin pour ses actions récentes dans le secteur de la finance inclusive. L'opérationnalisation récente du secrétariat permanent de la stratégie nationale de l'inclusion financière, ainsi que de l'Observatoire de la qualité des services financiers. L'existence de ces deux acteurs institutionnels, dont la mise en place était tellement attendue par la coopération luxembourgeoise, ouvre des pistes de collaboration complémentaires pour accompagner le Bénin dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière. La stratégie nationale d'inclusion financière SNIF prévoit des interventions sur 3 axes majeurs: l'amélioration de la gouvernance financière, le développement de l'offre des produits financiers et l'éducation financière des populations. Sur un autre registre à présent, du 4 au 8 novembre prochain, Cotonou accueille la semaine du numérique. C'est un rendez-vous d'échange consacré aux médias à travers le thème « Numérique et médias, nouveaux canaux, un défi ». En prélude à l'événement, certains citoyens rencontrés à Porte-Novo se prononcent sur l'importance du numérique. Avec l'avènement du numérique, le développement du numérique au Bénin, ça impacte positivement l'éducation. Nous avons les apprenants qui peuvent maintenant faire des recherches à l'aide des téléphones portables, le smartphone, avec l'ordinateur. Vous voyez, donc ça leur permet de faire des recherches et de s'ouvrir au monde à travers le numérique. Avec le numérique, on peut suivre aussi les cours en ligne. Il y a même des projets dans ce sens-là, le projet de stérilisation initié par l'État béninois qui avait commencé avec l'avènement de la maladie de Covid-19. Aujourd'hui, les problèmes que nous avions dans certains services, surtout le service d'état civil à la mairie, aujourd'hui tout ça là est conjugué dans le passé. Avant, pour réaliser la carte d'identité nationale, il faut se déplacer, il faut aller à la préfecture, il faut faire des navettes, il faut réunir des papiers. Mais aujourd'hui, avec cet avènement, je crois que c'est un grand soulagement. Le numérique a révolutionné le monde. Et voyez, et lorsque nous prenons le secteur de la communication, le numérique a donné naissance aujourd'hui aux réseaux sociaux. Grâce au numérique aujourd'hui, les gens peuvent communiquer, peuvent être liés, voyez, en tout instant et à tout moment, sur n'importe quel point du globe où ils se trouvent. Toujours par rapport au numérique, lorsque nous abordons le côté de la santé, vous avez, grâce au numérique aujourd'hui, la télémédecine est développée. Et nous avons les applications de suivi du patient. Aujourd'hui, les patients ne sont plus obligés de se déplacer pour aller tout le temps vers les docteurs ou les agents de santé. Franchement, le numérique est très important et nous devrions rendre grâce pour la technologie qui a évolué et qui nous a permis aujourd'hui de connaître le monde du numérique. Vous prenez par exemple des domaines comme l'état civil. Aujourd'hui, la vie du citoyen est largement facilitée et améliorée. Moi, par exemple, mon petit frère est né à Tangueta et donc pour prendre la souche, il fallait aller forcément à Tangueta avant d'avoir sa souche et de faire les actes en ce qui concerne par exemple le casier judiciaire et autres. Mais aujourd'hui, grâce à un clic, même au bureau, on peut déjà faire ces services-là, obtenir ces services-là au niveau de la mairie. Donc c'est une prouesse. Il y a aussi le gouvernement qui a mis en place un service digitalisé à la mairie d'Adjoum qui a facilité un peu la vie à tous ceux qui viennent. Donc ça a facilité largement la vie des citoyens qui ne sont plus obligés d'aller à Cotonou, d'aller passer des nuits dans d'autres localités, de faire des courses, de prendre des risques, mais déjà dans leur localité, ici à la mairie, dans leur bureau, même dans les cyber, ils peuvent obtenir les services qu'ils ont. Signature de convention à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, 3 organes se sont pliés à cette exigence de l'institution de régulation. Il s'agit de Sakai Rima FM,
A+ Bénin, Bénin Diffusion SA, Ramatou Lawani et Brice Deogracias Menaï. Cette signature de convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication donne une existence légale à ces trois organes. Il s'agit de A+ Bénin, Saka Yerima FM et Bénin Diffusion SA. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter vraiment nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénin Diffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle de diffuseur. Parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Et nous vous remercions au nom de tous les éditeurs qui sont ici. Je vous dis merci pour les diligences. Réunis en plénière, les membres de la 7e mandature ont également statué sur une demande du promoteur de la radio-école APM. La plénière, après avoir délibéré, décide. L'article 1er. L'autorisation d'exploitation de la fréquence 89,0 MHz attribuée à la radiodiffusion sonore privée non commerciale Radio École APM à Porto-Novo est retirée. L'article 2. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire, notamment celle de la décision numéro 3-013-BAC du 20 février 2003 portant attribution de fréquences aux promoteurs retenus sur concours pour l'installation et l'exploitation de radiodiffusion sonore et de télévision privée. La cérémonie de signature de convention est aussi l'occasion pour le président de la RAC d'inviter les responsables des organes au strict respect des dispositions mentionnées dans ces conventions signées. Dans l'espace médiatique encore, la 11e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon est lancée. C'est Cotonou qui accueille la phase finale de cette compétition destinée aux journalistes de l'espace francophone. Les lauréats, journalistes comme techniciens de la bourse, bénéficieront d'une formation de 4 semaines à Paris entièrement prise en charge au cours du premier trimestre 2025, bien sûr. Le directeur général de RFI nous donne ici plus de précisions au micro de Renaud Akapo et Wenceslas Awaimo. RFI est ici une radio très écoutée, notamment à Cotonou, à Parakou aussi, où on a également un relais FM. On a plus d'une vingtaine de radios partenaires dans le pays, donc c'est important pour nous de venir ici pour affermir nos liens, y compris avec la SRTB qui nous a beaucoup aidé d'ailleurs. Dans le deuxième objet de cette venue à Cotonou, c'est l'organisation de la 11e édition de la bourse Dupont-Verlon, qui est donc en hommage à ces deux journalistes de RFI assassinés au Sahel il y a 11 ans maintenant. C'était le 2 novembre 2013 et donc depuis, chaque année, c'est la 11e année cette fois-ci, nous organisons une bourse destinée aux jeunes journalistes et techniciens de radio africains de toute l'Afrique francophone pour désigner 2 lauréats chaque année, un journaliste et un technicien. Nous sommes donc à la 11e édition et c'est la deuxième fois en 11 ans que nous venons à Cotonou pour remettre ce prix. La dernière fois, c'était en 2016 et d'ailleurs, la lauréate en 2016 avait été une béninoise, Cécile Goudou. Cécile a aussi fondé l'an dernier un réseau des anciens lauréats et stagiaires de cette bourse. Cette année, par exemple, nous avons eu 370 candidatures, ce qui est quand même considérable, venant de 20 pays. Et de 20 pays depuis le Maroc et la Mauritanie jusqu'aux Comores et à Madagascar, en passant par tout le continent. Après, il y a une présélection qui est effectuée par un jury de RFI. Donc la présélection des 20 stagiaires, 10 techniciens, 10 jeunes journalistes et 10 jeunes techniciens de radio qui sont formés ici pendant plus de 2 semaines, ici en l'occurrence cette année donc à Cotonou avec l'appui de la SRTB. Cette formation elle vient de s'achever et donc maintenant place aux délibérations du jury qui va examiner les 20 reportages de ces 20 jeunes journalistes ou techniciens et désigner 2 lauréats, un lauréat journaliste et un lauréat technicien. L'amicale des femmes Agodji et du ministère de l'Industrie et du Commerce s'implique dans la lutte contre le cancer du sein. Elle organise depuis hier une semaine d'information et de sensibilisation sur cette maladie. Plusieurs autres questions liées à la santé féminine et à l'épanouissement de la femme préoccupent aussi l'amicale. Gilles Dansou et Edmond Humbo nous en parlent. Qui es-tu, femme?
Les femmes agodiers du ministère de l'Industrie et du Commerce sont ici ensemble pour promouvoir l'égalité, la solidarité et le progrès. Elles entendent fédérer les énergies pour relever les défis liés à leur épanouissement. La question du dépistage du cancer du sein reste importante. Ce mois d'octobre, alors que nous célébrons également Octobre Rose, nous avons l'occasion de renforcer notre engagement envers la santé féminine en mettant l'accent sur la sensibilisation du cancer du sein. Cette campagne représente bien plus qu'un symbole. C'est un message d'espoir et de solidarité pour toutes les femmes. Notre ambition en tant qu'AFAMIC est de travailler pour que chaque femme puisse se sentir soutenue et valorisée, en particulier dans des actions telles que celle-ci. Elles reçoivent les encouragements de la tutelle qui trouvent en elles des femmes déterminées à aller de l'avant. Donc quand on s'appelle Agodier, ce n'est pas anodin. Vous savez ce que les Agodiers ont représenté dans notre culture et continuent de représenter pour leur vaillance et leur engagement à défendre leur tribu contre toutes sortes de mutineries. Donc nous devons défendre nos idéaux et défendre la mission qui nous a été confiée par la République. Elle encouragera la formation, l'entraide et le développement des compétences pour chaque femme du ministère, pour que chaque femme du ministère puisse progresser dans sa carrière, pour un environnement qui valorise les talents et respecte les ambitions. Une sensibilisation est organisée sur place, toujours sur la question du dépistage du cancer du sein. Culture à présent, la première édition du Jeudi des Arts est officiellement lancée. C'est une initiative de l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC. Le Jeudi des Arts se veut un espace d'échange entre acteurs culturels et responsables de l'ADAC. Au menu, des questions liées à la promotion du monde artistique et culturel. La rencontre vise aussi à encourager les meilleurs projets à travers leur financement. Nous retrouvons Gilles Dansou et Bernol Djobé. C'est important pour nous de savoir... Jeudi des Arts, un espace de brassage entre acteurs culturels et responsables de l'ADAC, l'Agence de développement des arts et de la culture. L'ADAC répond ainsi à l'une de ses visions, œuvrer à la professionnalisation de tous les maillons de la chaîne de l'écosystème artistique et culturel, ceci afin de rapprocher le public national et international avec à cœur la préservation de l'authenticité du patrimoine culturel. Nous avons compris qu'il y avait un besoin de s'exprimer au niveau des artistes et des acteurs culturels et il faut libérer la parole pour permettre aux gens de vider leur sac et le Jeudi des Arts est prévu pour ça justement parce que nous aussi nous avons besoin de leur présenter les solutions sur lesquelles nous réfléchissons pour avoir leur retour. Le Jeudi des Arts se veut ainsi une plateforme dédiée à l'expression des acteurs culturels. Toute la chaîne des promoteurs, des bookers, des managers, etc., qui font vivre la culture au Bénin. Et donc on a le devoir de les entendre, discuter des problèmes auxquels ils sont confrontés et faire en sorte que le monde des arts et de la culture soit renseigné, soit informé et sache exactement comment s'inscrire dans les différents projets que l'ADAC développe. Des échanges à bâtons rompus sur des sujets liés au monde artistique et culturel ont meublé cette première édition. Pour savoir est-ce que ça va être ce jeudi, le premier et le dernier. C'est le dossier culture à présent. Patrick Diossou nous amène à la rencontre d'une plasticienne béninoise. Elle a travaillé sur le thème de l'invisible au visible. C'est pour l'exposition d'art contemporain du Bénin. Suivons ensemble. Non, jamais, ne cédez jamais. Ne jamais céder à un stress ou à une détresse, puisque, avec allégresse et liesse, son esprit prend tout positivement. Le raccourci donne en langue fond Aïsso. Je suis Eliane Aïsso. Oui, Eliane Aïsso, la liane
et le lasso. Liane Ailey et liane. Une liane qui voltige et virevolte dans la forêt artistique d'exposition en performance d'art plastique depuis 2014, où elle a effectué son premier voyage en Chine comme artiste plasticienne lauréate issue d'une école d'art d'où tout est parti. En elle, l'art lie son lasso. Le lasso, elle est Miss Aïsso, un lasso qui capte et captive dans la savane artistique. Elle qui marie et manie peinture et sculpture, collage et grattage, photographie et phonographie, images et sons. Pour ses installations, comme ici à la Conciergerie de Paris, où sa grande œuvre installée séjourne du 4 octobre 2024 au 5 janvier 2025. À l'exposition Révélation art contemporain du Bénin. Et quand on entre dans son antre, elle y sente les autels d'ancêtres, dit Assain. La réincarnation, comment représenter dans une œuvre d'art. Suite à mes informations que j'ai eues, c'est avec le Assain que je peux représenter un défunt. Moi-même, à un moment donné, j'ai mis mon esprit et le rêve maintenant que l'aïeul avait de si cher. J'ai choisi ces rêves-là que j'ai positionnés au lieu d'utiliser les symboles. Sous le nom de baptême atypique, en nago, Tiokunku Dei Mole. En français, de l'invisible au visible. Le nago, naturellement, puisque nago de Savé par sa mère, Eliane Aïsso et Aïsso de Zé par son père. Respectueuse, respectable et respectée fille de ses parents, Eliane Aïsso, une liane qui s'élance, un lasso qui se lance, de Paris à Dakar en passant par Cotonou, de la Conciergerie à d'autres galeries, pour des installations artistiques, pour des installations qui combinent la liane et le lasso. Eliane Aïsso. À quelques heures de la manche de retour du match Bénin-Togo, c'est la grande mobilisation chez les Guépards. Ils se sont entraînés hier au lycée classique moderne de Cocody. Ils comptent opérer la remontada en abordant ce match avec beaucoup de sérénité. Nos envoyés spéciaux, Alexis Segbemo et Hugues Zissouzuno, étaient de la séance. Saisis cette dernière chance pour ne pas ressasser les mauvais résultats et souvenirs du passé. Le staff technique des Guépards Prime et Moussa Latondi ne veulent plus goûter à une élimination précoce dans ces éliminatoires du CHAN. Ça passe donc par une victoire contre le Togo et surtout, au bout de l'effort, la qualification ici à Abidjan. Alors, Moussa Latondi et ses protégés ont-ils digéré leur contre-performance de Lomé? Sont-ils désormais prêts pour la bataille du Félicia? Un match très important pour nous. Un match qu'on n'a pas droit à l'erreur, un match qu'on doit gagner, qu'on doit se qualifier. Donc pour le moment, ça se passe bien. On va essayer de changer un peu notre manière de jouer et quelques joueurs. Et donc voilà, peut-être on va miser sur les joueurs qui sont un peu expérimentés et pour aller chercher la qualif. Il faut augmenter l'agressivité d'abord, aller chercher haut, récupérer les ballons et aller vite pour pouvoir marquer des buts, beaucoup de passes, parce qu'on a besoin de beaucoup de buts pour passer. Il y a 2 buts à remonter. J'espère qu'on va être au niveau et pour pouvoir passer ce match. Et samedi, pourquoi pas, dès les premières minutes, donner le tout pour marquer les deux buts, remonter les 2 buts et gagner ce match pour obtenir la qualification. D'abord, il faut avoir l'envie, la détermination, donner tout et derrière rester solide et ne plus commettre ces petites erreurs qui nous ont fait perdre ce match aller. Et voilà, je pense qu'avec tout ça, on va passer. Ce 2 novembre, tous les regards seront tournés vers le stade Félix Houphouët-Boigny pour ce TAT 2 du derby fratricide Bénin-Togo. Les Guépards doivent montrer de l'orgueil et surtout de la détermination.
Espoir du côté d'Abidjan, espoir également du côté du stade général Mathieu Kérékou où le tournoi d'évaluation des centres de formation sportive se déroule. Au total, 10 centres sont qualifiés pour cette phase nationale du championnat. 7 pour les garçons de moins de 13 ans et 3 pour les filles de moins de 15 ans. Bruno Swali et Mathieu Sokenou sont allés s'imprégner de l'organisation. Ils ont moins de 13 ans et vivent pleinement leurs rêves. De jeunes footballeurs au talent à l'état pur, évalués à l'aune d'un tournoi des centres de formation sportive. C'est la crème en matière de centres de formation qui est réunie. Au total, ces 10 centres de formation, les meilleurs du Bénin ayant tiré leur épingle du jeu à l'issue de la phase zonale de ce même tournoi qui s'affronte pour la promotion du football à la base. Nous avons instauré ce tournoi pour permettre quand même aux jeunes catégories de pouvoir chaque année s'affronter entre eux et surtout donner l'occasion aux encadrants d'évaluer le travail qu'ils font. Les meilleurs viennent à la phase nationale, non pas parce qu'il y a un objectif de compétition à la fin, mais pour toujours donner l'occasion aux centres qui sont dans une région d'aller faire des vérifications en évaluant le travail qui est fait dans d'autres conditions, dans d'autres environnements, avec d'autres enfants. Le tournoi des centres de formation sportive ne se joue pas qu'entre hommes de moins de 13 ans. Le football féminin dans la catégorie des moins de 15 ans est aussi au programme, sous le regard des techniciens avérés en matière de formation à la base. C'est une super initiative parce que déjà ça fédère du monde autour du football. On est là pour partager des valeurs humaines, du sport. En plus de ça, il y a du talent. Il y a du talent, il y a des beaux matchs, il y a des beaux jeunes, il y a de la qualité. Il y a des petits qui ont le sens du jeu, qui techniquement, ils sont petits de taille, mais ils ont affronté les grands. Il y avait des plus gros gabarits, des gabarits un peu plus athlétiques. Et on voyait que les petits se débrouillaient vraiment très très bien. Le ministère des Sports offre à travers ce tournoi d'évaluation des centres de formation sportive l'opportunité aux jeunes pépites du football d'exprimer leur talent et de s'épanouir dans ce qui est devenu leur passion, se faire former dès le jeune âge. C'est linéaire, donc il y en a 10 centres de formation et tout le monde s'affronte. Ce qui veut dire qu'en 2 jours, ces jeunes vont avoir quasiment 8 matchs dans les jambes. Et c'est ce que nos jeunes ont besoin, de plus en plus de matchs. Ça permet d'avoir de plus en plus de performances. On s'habille bien, avec nos crampons, avec nos chaussettes et tout. Le comportement est toujours, le terrain est trop beau. Le terrain est trop beau. Les rencontres se déroulent au stade de l'amitié Mathieu Kérékou, un stade dans lequel ils rêvent tous évoluer un jour sous les couleurs de l'équipe nationale de football. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci de votre fidélité.